Bien, bonjour à tous. Merci Marie-Paul de me donner l'occasion de présenter quelques-uns de nos travaux. Merci à vous tous d'être venus nous écouter aujourd'hui et merci au Collège de France de nous accueillir. Je vais donc vous parler aujourd'hui de simulation de foule et de peuplement de mondes virtuels. Dans une très courte introduction, j'aimerais vous dire que évidemment les mondes virtuels deviennent de plus en plus nombreux et je pense que chacun d'entre vous a eu l'occasion d'explorer par exemple des globes virtuels comme le Géoportail édité par Archividéo et IGN. Vous avez remarqué que ces mondes restent pour la plupart inanimés, vides de toute population, alors qu'évidemment, dans la réalité, ces mêmes lieux sont très peuplés et idéalement, on voudrait que, même dans le cas d'environnements virtuels de très grande dimension, on soit capable d'afficher une population en mouvement à l'intérieur de ceux-ci. Alors dans quelques jeux vidéo récents, c'est des choses qui sont possibles. Et j'aimerais aujourd'hui donc vous parler des techniques tout à fait particulières qui sont employées pour faire ce peuplement. Et je voudrais focaliser sur deux problèmes en particulier, qui sont tout d'abord le calcul des trajectoires de déplacement des personnages dans ces environnements, qui sont en lien avec leurs activités, bien sûr, leur but, leur destination désirée et toutes les interactions qu'ils ont, soit avec leur environnement pour le naviguer, soit avec les autres personnages de la scène, donc les interactions locales entre individus. Et ça, c'est l'objet de la simulation de foule. Donc je vais vous parler d'abord de ces travaux, puis après on va regarder comment il est possible de passer à l'échelle de très grands environnements, puisque ce n'est pas le tout de calculer le déplacement des foules, mais bien souvent on est amené à les afficher en temps réel avec de gros problèmes de complexité algorithmique à traiter. Voilà, donc je vais commencer par parler simulation de foule à proprement parler. Avec, c'est un exercice que j'aime bien faire, c'est aller tout simplement regarder la définition qu'en propose Wikipédia, qui est loin d'être parfaite, mais qui est représentative de quelques idées acceptées sur ces questions-là. Donc la définition, dans sa version anglaise, parce que dans la version française, la définition n'existe pas. Donc dans la version anglaise de Wikipédia, il est dit que la simulation de foule est le procédé par lequel est calculé le mouvement d'un grand nombre d'entités ou de personnages. Donc on est bien sur les questions dont on veut traiter. Il manque toutefois, et c'est pour ça que cette définition n'est pas parfaite, des éléments par exemple liés à la densité de ces personnages. Calculer le mouvement de très grand nombre de personnes qui seraient isolées les unes des autres n'est pas à proprement parler une foule. La deuxième partie de la définition est intéressante. Elle dit que cette technique est fréquemment utilisée en animation graphique pour la réalisation de films. Donc c'est, selon Wikipédia, le premier champ d'application de la simulation de foule. Alors il est vrai, et je suis là pour en parler ou pour en témoigner, que l'animation graphique a beaucoup contribué au développement des simulateurs de foule. Mais en fait, c'est un sujet qui est bien plus vaste, avec de très nombreuses applications. Et je pense que celles qui viennent en premier à l'esprit sont celles pour la conception architecturale, comme par exemple la conception de bâtiments qui sont destinés à accueillir du public. Il est intéressant, au stade des plans, de pouvoir simuler leur fréquentation par des foules virtuelles et en valider l'ergonomie, par exemple. Ou la sécurité. La simulation de foule est fréquemment utilisée, par exemple, pour simuler l'évacuation de navires. Il y a des logiciels dédiés pour cela, et vérifier que tout le monde puisse s'évacuer en temps voulu, ou pour simuler des scénarios d'urgence et entraîner les personnels en charge de la sécurité des bâtiments à réagir à des situations bien particulières. Ou encore pour la surveillance vidéo, l'analyse de trafic automatisée, les simulateurs de foule viennent comme prédicteurs pour ces techniques. Et c'est un sujet vaste et pluridisciplinaire également. Donc l'informatique, bien sûr, puisque on parle de simulation informatique, mais aussi la physique qui a fait des analogies entre le mouvement des foules et le mouvement de matériaux granulaires ou les fluides. Les mathématiques qui se sont penchées sur les questions de couplage d'échelle entre les comportements individuels et collectifs. La psychosociologie, il y a eu un terrain d'étude
pour, par exemple, aborder la question de la proxémie ou comment chacun gère son espace autour de lui et les distances aux autres en fonction des relations sociales qu'il a avec eux. Et enfin, les sciences du transport, je l'ai déjà abordé pour dimensionner les équipements de transport public. Bien. Deux termes qui sont très importants dans ce domaine et qui aussi permettent de catégoriser les différentes approches de simulation qui existent sont les termes microscopiques et macroscopiques. La vision microscopique de la foule, c'est celle de l'individu en interaction avec les autres localement. Donc je l'ai illustré par la vidéo de gauche, où vous pouvez voir comment chacun se déplace et comment sa trajectoire est influencée par les interactions qu'il a avec les autres, c'est-à-dire le fait qu'il marche avec une autre personne ou qu'il doive éviter une collision avec quelqu'un en face de lui. Pour ce qui concerne l'échelle macroscopique, d'autres approches l'approche de simulation microscopique tend à modéliser les phénomènes, le comportement individuel et les interactions locales entre individus pour faire émerger le comportement de la foule. Les approches macroscopiques, elles, tendent à simuler directement les phénomènes collectifs et de grande échelle. Alors je l'ai illustré ici par une vague de déplacement dans un concert. Là, vous pouvez voir, le public est serré, les gens sont en contact, et vous pouvez voir une vague de déplacement s'initier sur la gauche de l'écran et se propager, finir comme sur un océan, comme une vague sur un océan, venir s'écraser sur la scène. Vous pouvez voir le mouvement de recul des personnels en charge de la sécurité, imaginez la puissance des phénomènes ici en jeu. Et les questions de sécurité qui vont avec, donc l'étude et la compréhension de ces phénomènes est très importante. En animation graphique, naturellement, on s'oriente vers les approches microscopiques parce qu'on veut pouvoir afficher les mouvements de chaque individu en imaginant que l'exploration des mondes virtuels se fait au niveau de l'œil humain. Alors, ici, je vais m'attacher à définir quelques grands termes qui sont propres à la simulation microscopique de foule, avec en particulier la notion d'agent ou de particules pour certains modèles. Donc l'agent est tout simplement un individu dans la foule pour lequel on cherche à calculer le déplacement en fonction de ses buts et motivations et les contraintes qu'il a au cours de son déplacement, qu'elles soient liées à la navigation parmi les obstacles ou à l'interaction avec d'autres individus, donc avec interaction avec des obstacles dynamiques. Donc l'ensemble des agents ou des individus dans la réalité qui viennent influencer la cinématique du déplacement du premier agent dont je parlais, c'est ce qu'on appelle le voisinage. Donc, la notion de voisinage est directement liée à l'influence qu'exercent des personnes voisines sur le déplacement. L'interaction à proprement parler, c'est la description mathématique, puisqu'on va parler de modèle d'interaction, de l'influence sur la trajectoire de chacun. Donc comment la présence de quelqu'un près de moi vient influencer ma propre trajectoire et inversement. Les interactions peuvent être de plusieurs types. On peut s'éviter, basiquement, éviter les collisions les uns avec les autres. On peut aussi se suivre, se fuir, autant d'interactions locales possibles. Et il est à noter que de très nombreux facteurs viennent influencer la cinématique de ces interactions, comme par exemple les facteurs physiques et physiologiques, le fait que je puisse me déplacer vite ou lentement, sociologiques, les relations que j'entretiens avec mes voisins, ou psychologiques. Je ne me déplace pas de la même manière si je suis en état de stress et pressé, ou au contraire, si j'ai du temps devant moi. Bien. Enfin, il est important de définir comment toutes les interactions auxquelles je suis soumis se combinent entre elles, se cumulent simultanément ou s'ordonnent dans le temps. Elles peuvent exercer une influence séquentielle. Et quand on parle de combinaison, on peut parler de combinaison d'interactions du même type, éviter plusieurs personnes à la fois, ou de types différents, suivre quelqu'un en même temps qu'on en évite un autre. Si on est capable, sur le plan algorithmique, de définir ces 4 éléments, on a les éléments constitutifs d'un simulateur microscopique de foule. Voilà. La notion d'interaction locale est primordiale. C'est sans doute la plus compliquée à décrire dans les modèles. C'est une des sources de réalisme des simulations. Sans modèle réaliste d'interaction locale entre individus, on ne peut pas espérer avoir une simulation de foule réaliste. Et donc je vais venir détailler 2 types de modèles d'interaction.
Le premier, ça va être celui qui consiste à éviter les collisions, donc modèle d'évitement. Et je vais revenir un petit peu sur ce... Donc si on essaie de définir ce problème plus strictement, il s'agit ici de trouver un modèle de calcul qui permet de déduire la trajectoire de l'agent 1, par exemple, que j'ai représenté en rouge, pour atteindre son but, sa destination, tout en évitant toute collision avec les agents 2 et 3 que j'ai représentés à l'écran, chacun motivé par leur propre but aussi. Et pendant très longtemps, dans le domaine, on a utilisé des modèles en position. On les appelle surtout comme ça depuis qu'une nouvelle génération est arrivée, je vais la présenter juste après. Et en particulier le modèle des forces sociales, qui est sans doute le plus représentatif et le plus connu, qui dit qu'éviter une collision entre deux individus, c'est préserver une distance entre eux, d, qui soit supérieure à un seuil, au minimum le contact. Et que pour ce faire, il suffit de définir des forces de répulsion entre agents qui vont être orientées alors normalement, ces choses-là sont représentées, donc je vais avancer un petit peu, voilà. Donc on préserve la distance entre agents et on définit des forces de répulsion orientées dans la direction inverse de chaque agent en interaction et dont l'amplitude est inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Donc plus on est près, plus les agents sont près entre eux, plus ils se repoussent les uns les autres. Et le mouvement est aussi soumis à des forces attractrices vers le but à atteindre. Et de manière similaire à la deuxième loi de Newton, on peut en déduire une force accélératrice, enfin une accélération qui résulte de la somme de toutes les forces attractrices et répulsives qui vont progressivement, par intégration, mener l'agent à son but. Alors, une intuition qu'on a eue tout de suite en regardant ces modèles, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait conformes à la réalité des choses, puisqu'ils ne capturent pas les phénomènes d'anticipation qui peuvent intervenir lors d'interactions. C'est-à-dire que l'influence qui est exercée par un autre individu voisin sur ma propre trajectoire, elle s'effectue en anticipant ce qui va arriver dans le futur. Or, le modèle des forces sociales dit que plus on est près, plus on interagit, donc plus l'interaction est forte. Donc c'est contraire au principe d'anticipation. Donc on a mené une étude expérimentale, en particulier dans des niveaux de densité faibles. L'anticipation peut jouer un grand rôle. Donc on a pris des cas unitaires d'interaction, sans rien d'autre dans le champ. En laboratoire, on a demandé à des sujets de venir marcher selon des tâches qu'on leur a attribuées. Les tâches de locomotion, on leur a demandé d'atteindre des points spécifiques dans l'environnement. On s'est débrouillé pour qu'ils aient une trajectoire orthogonale et de synchroniser leur départ pour provoquer artificiellement des risques de collision entre eux. On a observé leur adaptation. Et voici typiquement la différence qu'on peut observer entre un exemple de trajectoire réelle, où on voit très bien ce phénomène d'anticipation. Donc la trajectoire réelle se déroule comme ceci. Donc les sujets ont traversé l'environnement. J'ai omis de dire qu'évidemment, on avait enregistré tous les mouvements qui avaient été faits par nos sujets expérimentaux. Et on voit que l'évitement a été réalisé par un des sujets, ici, dans cet exemple. Il a dévié sur la gauche pour éviter une collision avec l'autre individu dans la scène. Et il a dévié sur la gauche pour permettre un passage derrière lui. Alors que, comme je l'expliquais, le modèle des forces sociales dit l'inverse. On arrive à proximité et ici, on vient s'éviter lorsqu'on est au plus près. Les agents se repoussent l'un l'autre, leur trajectoire est très fortement déformée, le système se déséquilibre et puis chacun finit par atteindre son but. On a voulu proposer un modèle d'évitement qui capture mieux les phénomènes d'anticipation et pour ça, on a raisonné dans l'espace des vitesses, c'est donc un modèle dit en vitesse par opposition aux positions, et qui dit que l'évitement est possible si on maintient un mouvement tel que la distance dans le futur, sur une fenêtre temporelle future de petite taille, au-delà du seuil de contact. Pour ça, on fait l'hypothèse d'un mouvement à vitesse constante. Étant donné la vitesse courante, je peux faire une prédiction par extrapolation linéaire des trajectoires à venir et faire une prédiction de la même manière
de la distance minimum de croisement si ces vitesses-là étaient maintenues. Et donc, je peux opposer deux cas. Soit les vitesses courantes sont telles que cette distance est inférieure au seuil de contact, auquel cas la vitesse est dite inadmissible, soit elle est suffisante, auquel cas la vitesse est admissible. Donc on peut définir l'ensemble, parmi toutes les vitesses atteignables que j'ai représentées par une ellipse ici, l'ensemble des vitesses admissibles, que j'ai dessinées ici en vert, sont l'ensemble des vitesses telles que, en faisant l'hypothèse que l'agent 2 continue à se déplacer à vitesse constante, telles que la trajectoire de l'agent 1 permette un passage à bonne distance de l'agent 2. Alors, je reprends mes données expérimentales et je teste cette idée sur un modèle où on a implémenté le calcul des vitesses admissibles. Donc après, la simulation se déroule ainsi. On vérifie que l'agent se déplace avec des vitesses constamment admissibles. Et on peut voir, évidemment, en réglant les paramètres au plus juste, qu'on est capable de reproduire parfaitement les trajectoires expérimentales. Comment fait-on ce calcul des vitesses admissibles? De manière assez simple. Alors, je ne prends que l'exemple de l'interaction entre l'agent 1 et l'agent 2 pour l'instant. Je calcule le vecteur vitesse relative de l'agent 2 par rapport à l'agent 1. Je vois assez immédiatement qu'il pointe en direction de l'agent 1. Donc avec cette vitesse relative, le seuil de distance n'est pas respecté. Une collision peut être prédite. Et l'agent 1 doit adapter sa vitesse. Il ne peut pas directement il peut directement influencer le vecteur vitesse relative, mais qu'en modifiant la composante qui le concerne, évidemment. Et on peut traduire dans l'espace des vitesses atteignables, on peut traduire ces contraintes de distance comme des inégalités linéaires et venir s'assurer que le vecteur vitesse courant est en dehors de ces contraintes. Ici, évidemment, ce n'est pas le cas. Et on peut imaginer, par exemple, que l'agent 1 décélère pour laisser passer l'agent 2, ou au contraire accélère, ou tourne, se réoriente pour prendre une vitesse admissible. Alors on pourra définir un critère qui permette de sélectionner une des vitesses admissibles. Et on combine très facilement avec un troisième agent dans la scène, on refait ce calcul, on redéduit de nouvelles contraintes sur l'espace des vitesses atteignables, et ainsi on vient déduire l'espace des vitesses admissibles qui reste non contraint. On peut aussi avoir quelques éléments de stratégie d'évitement. Chaque composante là, de cet espace, on est capable de dire assez facilement, étant donné le secteur choisi, qui va passer premier ou deuxième lors des interactions. Donc qui va passer en premier au point de croisement des trajectoires. Alors, un exemple de simulation que l'on peut obtenir en utilisant ces modèles de simulation, on simule ici un simple flux bidirectionnel. Les agents, la moitié des agents vont vers la droite, l'autre moitié vers la gauche. Et vous pouvez voir que l'animation résultante est relativement lisse. Et cela est possible parce que les agents ont anticipé leur réaction. Donc il n'y a pas d'à-coup dans leurs adaptations de trajectoire pour éviter les collisions. Et un autre, donc ça c'est plutôt à l'échelle microscopique. À l'échelle macroscopique, ce qu'on peut observer également, c'est sous ce genre de circulation, c'est la formation de lignes pour les agents qui vont tous dans le même sens. C'est un phénomène collectif émergent qui n'est pas codé à proprement parler dans nos modèles, mais qui émerge de la simulation et qui est en lien avec des observations réelles que l'on peut faire. Donc ça va m'amener à progressivement venir parler de ces phénomènes collectifs émergents, et je vais le faire plus en détail sur un autre type d'interaction locale qui sont les interactions de suivi entre personnes. Donc, là, j'ai parlé beaucoup d'évitement de collision. On est très fréquemment amené à se suivre les uns les autres, typiquement dans un couloir de métro, pour se déplacer. Donc, on est plutôt dans ce genre de situation où voilà, le problème, il est plutôt ramené maintenant à un contrôle unidimensionnel du mouvement, c'est-à-dire
On fait l'hypothèse que l'agent 1 ne souhaite pas dépasser ici les deux autres agents, mais venir adapter sa vitesse pour suivre l'agent 2 tout en évitant une collision avec lui et en restant groupé avec ce dernier. Alors, même idée que tout à l'heure, et je pense que c'est une spécificité de nos approches, c'est qu'on aime bien se baser sur l'expérience et sur les observations réelles. Donc on a fait une expérience de laboratoire qui a consisté à venir faire marcher avec nous un certain nombre de sujets selon des densités et variables, donc soit en venant modifier la longueur du chemin suivi, soit en venant modifier le nombre de sujets expérimentaux. Et on a pu donc capturer leur mouvement par un système optoélectronique de capture et venir analyser la trajectoire de chacun des individus. Alors l'idée de les faire tourner en cercle, c'est qu'on peut observer tout le système en entier d'un seul coup. On a accès à toutes les trajectoires individuelles pour le groupe, et ce pour une durée relativement longue. Alors, voici typiquement le genre de données expérimentales qu'on a pu obtenir. Donc, j'explique un petit peu ce que représente ce tracé. Donc, on a le temps sur l'échelle horizontale, on a la position dans le cercle sur l'échelle verticale pour chacun des individus. Donc, ici, je pense qu'ils étaient 24. Donc, un déplacement dans le cercle, dans le sens horaire par exemple, va provoquer un accroissement sur l'échelle des positions au cours du temps. Ce qu'on peut voir comme phénomène émergent collectif typique sur ce genre de circulation, c'est que chacun des sujets expérience successivement des phases de marche lente. C'est-à-dire on voit que la position progresse peu dans le temps et on a donné un code couleur pour la vitesse ici. Donc ici le sujet est quasiment arrêté et suivi de phases de vitesse rapide. Donc là je pense que vous pensez tous aux similitudes avec la conduite automobile et la conduite en accordéon lorsque le trafic est congestionné. C'est exactement les mêmes phénomènes qu'on observe sur le trafic piéton, avec des phénomènes de propagation de la zone où les gens sont stoppés, la zone de congestion, dans le sens contraire du flot. Je vais montrer tout à l'heure une vidéo là, pour illustrer ce phénomène. On a eu accès avec ce jeu de données qui était relativement riche à l'observation de plein de phénomènes, en particulier les corrélations de signaux de mouvement individuels entre, par exemple, les accélérations faites par chacun, qui sont corrélées directement aux vitesses relatives avec son prédécesseur, modulées par la distance qui les sépare. Les accélérations sont plus fortes quand la distance est courte. On a également analysé les phases de cycle de locomotion. Donc l'idée était de vérifier que, et c'était le cas, dans le cas de grande densité, les cycles de marche sont en phase les uns avec les autres, ce qui veut dire qu'on est dans ce cas-là, phi égale 0, ce qui veut dire que si vous regardez les jambes des sujets, ils en sont tous au même endroit du cycle de locomotion au même moment. Ils marchent en phase, synchronisés si vous voulez. Voilà. Alors que dans les cas de densité plus faible, on observe moins, et on observe même des phénomènes d'antiphase. Hein. C'est ce que j'ai quand phi égale pi, là. C'est ce qu'on représente. Vous voyez, ce sujet a la jambe droite en avant, alors que son prédécesseur a la jambe gauche en avant. On a eu accès également aux diagrammes fondamentaux qui sont essentiels pour analyser et prédire le trafic, qui mettent en lien la densité, ici exprimée comme la distance qui sépare deux sujets en fonction de la vitesse. Donc naturellement, on s'attend à ça, c'est la vitesse de déplacement décroît au fur et à mesure que la densité augmente. Je repasse cette vidéo pour des densités relativement faibles ici, le déplacement est rapide. Et vous avez sans doute pouvoir des séquences où la densité est plus élevée et le mouvement est ralenti. Et enfin, on a regardé la manière dont se propagent les vagues de la circulation en accordéon et comment elles peuvent s'amortir dans le temps. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que sur cette séquence, vous pouvez voir le lien entre le tracé de nos trajectoires
et la zone ici où les sujets sont arrêtés qui vient se propager contre flot, comme je le disais. Donc c'est ça qui est sans doute difficile dans les approches microscopiques à la simulation de foule, c'est qu'on simule les phénomènes à l'échelle individuelle, qui sont couplés à des phénomènes collectifs qu'on espère obtenir par la simulation. Et il y a tout un travail à faire sur... donc pour la tâche de suivi, on allait élaborer un modèle de simulation, mais de manière plus importante. Disposant de nos données expérimentales, nous avons pu caler les paramètres du modèle sur les données expérimentales et faire produire des simulations aux résultats très proches des observations expérimentales que nous avions faites. En revenant à l'animation graphique, on incorpore ce genre de modèle au modèle de déplacement de nos personnages et on est capable typiquement ensuite de générer ces séquences de circulation dans des couloirs, unidirectionnels, où on est capable, contrairement à d'autres techniques, de venir reproduire ces phénomènes de circulation en accordéon avec la propagation des zones de congestion. Voilà, on s'attache à avoir un grand niveau de réalisme dans nos modèles, on prend soin de les élaborer à partir de données expérimentales et de les y confronter. On pourrait faire le reproche à nos approches de finalement modéliser le comportement de déplacement à partir de contraintes géométriques, alors que personne ne résout ce genre de problème en marchant. On est capable de contrôler notre locomotion de sorte à résoudre toutes ces interactions sans même y réfléchir, et ce, à partir d'une information principalement visuelle. Voilà, on perçoit le mouvement relatif des personnes dans notre environnement, on est capable de piloter notre trajectoire de manière concordante. Donc, nous avons, depuis 5 ans, développé un nouveau type d'agent que j'ai appelé agent sensorimoteur, qu'on équipe d'une vision synthétique, c'est-à-dire tout comme nous, ils perçoivent leur environnement, ils ont une représentation graphique de leur environnement qu'on calcule sous forme d'une matrice de points, exactement de manière similaire à un rendu graphique. Et cette matrice est une sorte de rétine synthétique. Ils perçoivent donc la géométrie des obstacles devant eux de cette manière, plutôt que de leur donner accès à la couleur ou à la texture des obstacles qu'ils voient. On leur donne une information propre au mouvement relatif de ces objets, donc de chaque point qu'ils perçoivent. Donc ils ont accès au mouvement relatif, tout comme nous y avons accès par le flux optique que l'on perçoit lorsqu'on se déplace. Et en particulier, les sciences cognitives font l'hypothèse que la dérivée de l'angle de gisement nous donne accès à une estimation du risque de collision. Donc l'angle de gisement, c'est l'angle sous lequel on perçoit les obstacles relativement à la direction de notre mouvement propre. Si vous percevez toujours un obstacle sous le même angle, et qu'en plus il se rapproche, ça veut dire qu'il grossit, sa surface grossit dans le flux optique, ce qui nous donne une information temporelle quant au risque de collision. Voilà, donc la constance de l'angle de gisement permet de déceler un risque de collision dans le futur. Donc pour chaque point perçu, en fonction du mouvement relatif des obstacles, on calcule la dérivée de l'angle de gisement et le temps avant impact, quand celui-ci existe. On vient projeter toute cette information dans un espace, donc dérivée de l'angle de gisement, temps avant impact, et on dégage, avec une fonction seuil, 3 cas possibles. Alors, soit les pixels sont en dehors de ce seuil. Ils ne provoquent pas un risque de collision avec l'agent, parce qu'on voit la dérivée de l'angle de gisement est suffisante. Bon, l'information temporelle ici n'a pas de sens. Alors, soit on perçoit le point avec toujours sous le même angle, ou presque. À ce moment-là, on peut dire qu'il y a un risque de collision future avec l'obstacle qui correspond à ce point. Et quand en plus
l'information temporelle nous indique que cet impact est proche, on peut parler de collision imminente. Et on réagit de manière différente à ces deux situations. On va se réorienter pour éviter un risque de collision future, et on va également décélérer, faire que l'agent décélère pour éviter un risque de collision imminente. Alors, la vidéo que vous allez voir, le début vous montre, je vais essayer de la couper là, le temps du commentaire, vous montre voilà, de quelle information visuelle dispose l'agent vert, ici, qui clignote vert et noir. Donc la dérivée de l'angle de gisement, l'information temporelle quand le temps restant avant impact. Il combine ces deux informations selon les règles que j'ai dictées dans le slide précédent. Et vous pouvez voir le mouvement qui résulte de ces règles. Ici. Pardon. Voilà, ça va très vite, mais vous pouvez trouver très facilement cette vidéo que je rends disponible sur le web. Et ce qui est intéressant, c'est quand de nombreux agents agissent selon ces règles-là, des phénomènes collectifs avec des signatures très fortes émergent de nos simulations. Donc, par exemple, on a demandé ici à une centaine d'agents de disposer en cercle, de venir inverser diamétralement leur position. Et vous avez pu voir une émergence de trafic en rond-point, qui sont des observations qu'on peut faire dans la vie réelle. Alors, peut-être pas avec une signature aussi forte, mais tout de même, qualitativement, on peut parler de similitude. La formation de lignes dans des flots bidirectionnels, que j'ai mentionné dans mon exposé déjà. La formation de lignes à 45 degrés dans ce genre de circulation dans des couloirs orthogonaux, qui est aussi une observation très courante. Assez facile à faire, hein, si vous vous placez au bon endroit, dans une gare bien fréquentée, c'est observable. La propriété de nos approches, de traiter de n'importe quelle manière tous les obstacles. Donc là, on vient rajouter des obstacles statiques dans nos simulations. Finalement, les agents perçoivent une soupe de points et réagissent à leur mouvement relatif, et on peut considérer n'importe quel type d'obstacle avec n'importe quelle géométrie, ce qui est aussi une bonne propriété de nos modèles. Donc voilà un petit peu l'ensemble des méthodes que nous avons développées et mises en œuvre pour calculer le déplacement d'agents en interaction les uns avec les autres, dans le cas de l'évitement de collision, dans le cas de suivi. Donc j'ai montré qu'on arrivait à obtenir des mouvements relativement réalistes, puisqu'on se fonde sur des observations expérimentales. Évidemment, on pourrait imaginer peupler un environnement selon ces modèles. On attribue des buts à chaque agent, on fait une étape de planification pour avoir un trajet, un itinéraire à suivre, et puis on vient se déplacer dans l'environnement, puis interagir naturellement avec on laisse interagir les agents entre eux. Mais dans les faits, il y a un problème de complexité algorithmique qui est quadratique dans le cas de simulation de foule, puisque chaque agent potentiellement interagit avec tous les autres. Bon, les problèmes de modélisation de comportement, là, on a parlé finalement de comportement très basique. Marie-Paul avait pris le soin de mettre intelligence entre guillemets, parce qu'effectivement, s'éviter ou se suivre, ce n'est pas vraiment représentatif de l'ensemble des comportements qu'on peut observer dans une ville, par exemple. Et tout le problème de réglage des paramètres, qui est assez ardu. Alors, en attendant de progresser, on va essayer de trouver des approches alternatives pour concrètement venir peupler des environnements de grande dimension. Et on souhaite en particulier donner à l'animateur en charge de ces tâches un outil de conception haut niveau, où il gère plus l'aspect des choses que de comprendre le fonctionnement interne des modèles de simulation, avec un contrôle intuitif sur le mouvement de la foule, la nécessité d'obtenir des solutions performantes et de maintenir une qualité maximum d'animation, bien entendu. Alors je ne vais pas parler de tous ces aspects, mais d'une solution que nous proposons pour essayer d'aller vers ces objectifs, que l'on a appelé texture de foule. Alors je vais tout de suite en décrire le principe technique. Une texture de foule, c'est une texture en 3 dimensions animée. Donc c'est un élément géométrique qui contient des animations qui lui sont liées.
nos animations, on fait en sorte qu'elles soient périodiques dans le temps, ce qui fait qu'on peut les rejouer à l'infini. Et pour les animations qui franchissent les frontières de nos éléments, on s'assure de bien contrôler les points de passage dans l'espace et le temps, où ils franchissent, où ces objets animés franchissent les limites. Je vais venir jouer une animation qui va éclaircir les choses. Où ces personnages viennent franchir les frontières de nos éléments et quand. Et alors, il y a toute une difficulté qui consiste à calculer les trajectoires qui passent par des points spatio-temporels précis et qui ont des animations périodiques. Enfin là, vous voyez que j'ai pris un exemple, vraiment un cas d'école où c'est le cas. Alors l'animation des deux violets qui traversent notre texture ne sont pas continues mais bien périodiques. Et en contrôlant précisément donc, ces conditions limites, on est capable de juxtaposer ces éléments et de venir créer une animation de plus grande dimension par simple juxtaposition parfaitement continuelle. Puisque là, on assure la continuité lors de la transition d'un élément à l'autre, la continuité de l'animation. Bon, là, c'est très schématique. Prenons un cas un petit peu plus concret. Donc, voici un exemple d'élément de texture dans lequel on a placé des objets statiques, voire animés. On définit un certain nombre de points de passage spatio-temporels et on vient, et c'est toute la difficulté, là je n'ai pas le temps d'expliquer vraiment comment on fait, mais on vient calculer ces trajectoires de déplacement qui satisfont des contraintes de périodicité, des contraintes d'évitement de collision, ça on a vu comment il était possible de le faire, et pour lesquels on contrôle bien l'instant et l'endroit où les personnages franchissent les éléments. Et vous voyez qu'on arrive à faire une animation parfaitement continue, et quand j'enlève l'information géométrique liée aux éléments de texture, entre guillemets, on y voit que du feu. Un exemple d'application, c'est ici on a utilisé des textures de foule pour venir animer une rue à la volée. Alors, j'ai un petit peu omis de préciser que ce qui est intéressant dans ces éléments de texture, c'est que tout est précalculé. On calcule une période d'animation, puis après, on ne fait que la rejouer. Donc, au niveau de la complexité algorithmique, on ne peut pas espérer plus simple. On est linéaire en nombre d'agents et on ne fait que de la relecture de données, il n'y a aucun calcul à faire. Et on est capable donc de venir créer cette rue à la volée. Là, on place un petit peu au hasard des bâtiments le long de la rue. On vient créer la rue devant la caméra, au loin. On ne voit pas, évidemment, c'est fait pour, on ne voit pas l'endroit où les textures sont générées. Et on a cette caméra qui traverse cette rue qui potentiellement est infinie. Donc, si on extrapole les propriétés de cette trajectoire, on est capable de peupler à l'infini des environnements. On a complètement résolu ces limitations de taille, de foule et de complexité algorithmique. Mais encore une fois, on a plein de problèmes sur la bonne manière de calculer les trajectoires internes aux éléments de texture pour obtenir un contenu qui soit en lien, par exemple, avec l'environnement dans lequel on les affiche. Alors, je profite de cette occasion aussi pour mentionner une collaboration avec l'équipe de Marie-Paul sur un travail dont vous avez entendu parler dans un cours précédent, inspiré par les méthodes de création de formes 3D du type sculpture, c'est-à-dire où on vient par des gestes d'interaction simples. Un utilisateur vient définir une géométrie 3D qui, elle, est complexe, où on utilise les propriétés de cette géométrie pour déduire des gestes d'interaction quelle est la forme espérée, par exemple, pour ce château. On vient s'inspirer de cette idée pour donner un outil à un animateur qui lui permette de sculpter une animation de foule de manière similaire. Donc, pour illustrer les résultats de notre méthode, on part
de cet élément de foule animé, c'est trois éléments de texture de foule juxtaposés. Et l'utilisateur vient étirer cette animation comme un matériau déformable et vient composer une animation qui satisfait ses besoins de manière parfaitement intuitive. Donc là, vous voyez qu'il est en train de créer des rues qui sont peuplées de personnages en mouvement. Et il vient progressivement, vous voyez qu'il contraint la position de certains éléments, puis il vient en déformer d'autres, allonger, tordre, couper, coller. Par ces gestes d'interaction très simples, il vient composer l'animation qu'il souhaite obtenir. Et juste pour essayer de vous suggérer les méthodes sous-jacentes, c'est en fait un graphe qu'il est en train de déformer en agissant sur ces nœuds. Chaque nœud du graphe est un élément de texture, chaque arête est une connexion entre deux textures. Lorsqu'il vient étirer le graphe de manière conséquente, on vient insérer à la volée de nouveaux nœuds pour allonger l'animation, c'est-à-dire juxtaposer de nouveaux éléments de texture. Suivant la nature des connexions entre les nœuds, on est capable de déduire le mouvement, enfin du moins les points de passage souhaitables entre chaque élément, donc les flux principaux dans ces textures. Et également, sous des formations importantes, venir changer la nature de ces éléments lorsque c'est requis. On a vu ici, par exemple, un flux entre un élément de texture droit devenir un élément en angle ici qui permet une bonne jonction. On vient aussi localement déformer les éléments de texture pour assurer constamment une bonne continuité de l'animation. Donc il y a plusieurs types de déformations qui sont imbriquées ici et qui permettent à la fin, de manière interactive, donc de venir composer notre animation. Et vous pouvez imaginer l'intervalle qu'il y a entre ce genre de méthode que chacun pourrait utiliser et l'utilisation d'un simulateur de foule pour lequel il faut définir, pour obtenir une animation souhaitée, venir définir les buts de chaque agent, son comportement, etc. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais maintenant conclure cet exposé en vous rappelant tout d'abord les principaux thèmes que j'ai abordés. J'ai décrit les algorithmes microscopiques de simulation de foule, une définition assez simple, et puis des exemples de modèles d'interaction numérique qui composent un des éléments principaux de ces simulateurs, avec une particularité pour ce qui concerne nos travaux d'avoir un lien fort avec des données expérimentales et des observations faites sur des sujets humains réels. Le niveau de réalisme supplémentaire qu'on essaye d'aborder en équipant les agents de capacités sensorimotrices qui permettent de guider le mouvement des agents de manière similaire à ce que fait l'humain dans la vie réelle, et comment finalement, pour en revenir à nos applications principales, comment on est capable de structurer ces algorithmes de sorte à avoir des solutions adaptées aux problèmes concrets auxquels on fait face, qui consistent principalement à peupler des environnements qui aujourd'hui sont de très grande dimension. Quelques perspectives à ces points. Au sujet des études expérimentales, vous avez vu, vous pouvez deviner l'ampleur de nos dispositifs expérimentaux, toute la structure d'accueil qu'il faut organiser, le fait qu'il faille réunir de nombreux sujets en même temps pour réaliser des expériences. Et il y a un temps de traitement des données qui est tout à fait conséquent. L'expérience que vous avez vue de gens qui marchent en sec nous a demandé 1 an de traitement des données avant de vraiment réaliser l'analyse. Donc on se dirige de plus en plus vers des méthodes d'expérimentation en réalité virtuelle où on expose un seul sujet, c'est un des intérêts, à une foule virtuelle pour étudier son comportement face à des situations qu'on contrôle parfaitement. Alors il y a des biais évidemment, et
ça vient en complément des études que nous avons déjà menées, mais ça nous donne accès à des observations très détaillées et dans des situations parfaitement contrôlées, ce qui est intéressant. On travaille également sur le problème de calibrage d'algorithmes, d'estimation de paramètres et aussi de confrontation de modèles de simulation à des données réelles pour en évaluer le niveau de réalisme. C'est des questions qui restent relativement ouvertes aujourd'hui, car du fait du comportement chaotique de la foule, il est compliqué de comparer des données simulées de données réelles. On ne peut pas espérer obtenir exactement les mêmes trajectoires pour chaque individu. On continue à développer nos agents sensorimoteurs. On se questionne sur la nécessité d'avoir des modèles de l'œil humain, de la vision humaine, qui soient plus précis que les approches un petit peu naïves finalement qu'on emploie, qui sont très inspirées du graphique. On n'a pas du tout, par exemple, de notion de FOVA ou de vision périphérique dans la vision de nos agents, qui n'ont pas non plus de capacité cognitive pour réaliser des tâches de navigation un peu compliquées. Ils réagissent à leur voisinage, mais ils ne font pas cette... je prends l'exemple très simple, quand vous percevez dans une gare qu'une zone est beaucoup plus dense qu'une autre, il y a un moment donné où vous allez juste éviter les zones denses, et ça c'est lié à des capacités cognitives et pas à une boucle perception-action de bas niveau. Et enfin, on continue à développer conjointement avec Marie-Paul nos méthodes de peuplement efficaces et nos textures de foule. Ce qui conclut mon exposé, j'aimerais remercier l'ensemble des doctorants et postdoctorants qui ont participé à ces travaux. Ils sont nombreux, et ainsi que des collaborateurs qui sont venus, qui ont inspiré certains de ces travaux, qui ont directement collaboré à l'obtention des résultats. Et je pense que nous avons quelques minutes pour des questions.